Au moment où les capitales européennes promettent une aide militaire immédiate, un problème inattendu surgit derrière les déclarations officielles. Les armées découvrent qu'elles ne disposent presque plus de véhicules prêts à être envoyés rapidement. Pourtant, une décision est annoncée. Un blindé ancien, conçu pour une autre époque stratégique, devient soudain une réponse urgente. Pourquoi accepter un choix que plusieurs experts jugent imparfait dès le départ? La pression ne vient pas seulement du champ militaire, mais du calendrier politique. Les gouvernements doivent prouver leur capacité à agir vite, alors que l'industrie de défense européenne fonctionne depuis des années sur des rythmes réduits. Produire du matériel moderne demande du temps, des chaînes industrielles et des budgets déjà engagés ailleurs. Dans ce contexte, les stocks existants prennent une valeur nouvelle. Le transport de troupes Fuchs, développé en Allemagne pendant la confrontation Est-Ouest pour des missions de mobilité et de reconnaissance spécialisées, réapparaît comme une solution immédiatement disponible. Ce véhicule n'avait jamais été conçu pour répondre aux menaces modernes dominées par les engins explosifs improvisés et les frappes de précision. Sa robustesse logistique et sa simplicité d'entretien deviennent pourtant des arguments décisifs. Des responsables politiques voient dans sa disponibilité une preuve d'engagement rapide, tandis que certains militaires soulignent que rapidité et adaptation opérationnelle ne signifient pas la même chose. Le débat reste discret, car retarder la décision reviendrait à reconnaître que l'Europe manque d'options immédiates. Le véritable basculement apparaît lorsque la question cesse d'être technique pour devenir symbolique. Envoyer le Fuchs ne signifie plus seulement transférer un véhicule, mais démontrer une capacité collective d'action sous pression. À partir de ce moment, revenir en arrière devient presque impossible sans coût politique. La machine change de statut, passant d'équipement hérité du passé à message stratégique adressé au monde entier. Mais une interrogation persiste, silencieuse et inconfortable. Si ce choix repose avant tout sur l'urgence, que se passera-t-il lorsque la réalité opérationnelle imposera ses propres règles? Au moment où les discussions s'accélèrent dans plusieurs capitales européennes, les états-majors dressent un constat brutal que peu de responsables politiques avaient anticipé. Les armées disposent de soldats entraînés, mais beaucoup moins de véhicules opérationnels que ne le laissent croire les inventaires officiels. Pendant des décennies, la priorité a été donnée aux opérations extérieures limitées, aux missions de stabilisation et à la réduction des coûts. Les parcs blindés ont été réduits, certains véhicules stockés sans modernisation, d'autres retirés du service plus vite que remplacés. La première tension apparaît lorsque les planificateurs militaires comparent les besoins immédiats aux capacités réelles. Les véhicules modernes existent, mais leur production nécessite plusieurs années, parfois davantage, en raison des chaînes industrielles saturées et des composants critiques difficiles à obtenir. Accélérer la fabrication devient impossible sans perturber les programmes nationaux déjà engagés. L'urgence politique entre alors en collision directe avec la réalité industrielle. Un second problème surgit presque aussitôt. Les pays européens découvrent que leurs décisions passées ont créé une dépendance inattendue aux stocks hérités de la guerre froide. Des plateformes considérées comme secondaires redeviennent stratégiques simplement parce qu'elles existent encore en nombre suffisant. Le Fuchs fait partie de ces matériels conservés pour des rôles spécifiques, entretenus, mais rarement placés au centre des doctrines modernes. Ce retournement surprend même certains officiers, car la logique militaire habituelle privilégie l'innovation, non le retour vers des solutions anciennes. Le tournant inattendu vient des évaluations logistiques. Les analyses montrent que le Fuchs peut être remis en service et transféré bien plus rapidement que des véhicules récents nécessitant formation longue et maintenance complexe. Cette rapidité change la nature du débat. La question cesse progressivement d'être technique pour devenir opérationnelle. Vaut-il mieux un véhicule parfaitement adapté mais indisponible ou un blindé imparfait immédiatement utilisable? À partir de là, le calendrier politique commence à dicter le tempo militaire. Mais cette accélération produit un effet secondaire dangereux. Plus la décision tarde, plus elle expose les gouvernements à admettre publiquement que l'Europe manque de moyens prêts à agir rapidement. Le choix du Fuchs devient alors non seulement une solution logistique, mais aussi un moyen d'éviter une crise de crédibilité stratégique. Derrière les réunions officielles, une inquiétude grandit. Si cette option échoue, ce ne sera plus seulement un problème d'équipement, mais une démonstration de faiblesse collective.
Alors que les premières listes de véhicules potentiellement transférables circulent entre ministères, une question apparaît dans les rapports internes. Les conditions pour lesquelles le Fuchs avait été conçu correspondent-elles réellement à celles qui l'attendent désormais? Les réunions techniques changent brusquement de ton lorsque les responsables militaires reçoivent une directive claire: accélérer la préparation des véhicules disponibles sans attendre une modernisation complète. Cette instruction transforme immédiatement le cadre du projet. Jusqu'ici, les ingénieurs discutaient d'adaptation idéale. Désormais, ils doivent décider ce qui peut être ignoré pour gagner du temps. La première ligne rouge apparaît au moment où certains systèmes de protection supplémentaires sont jugés trop longs à intégrer. La première tension naît autour du rôle réel du Fuchs. Conçu comme transport blindé polyvalent, il avait été optimisé pour la mobilité, la reconnaissance et des environnements spécifiques, notamment la protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques, grâce à son système de filtration interne. Mais les analyses récentes montrent que les menaces dominantes ont évolué vers des explosions improvisées et des frappes ciblées par drone. Adapter totalement le véhicule demanderait des transformations structurelles incompatibles avec l'urgence politique. Un groupe d'officiers propose alors une solution intermédiaire: limiter officiellement les missions prévues pour réduire l'exposition au risque. Cette approche semble logique, mais elle se heurte rapidement à une réalité inattendue. Les décideurs politiques refusent une communication restrictive qui pourrait affaiblir le message d'efficacité envoyé à l'extérieur. Le blindé doit apparaître comme pleinement opérationnel. La contrainte d'image commence à influencer directement les paramètres militaires. Le deuxième point de tension surgit lors des évaluations logistiques élargies. Des simulations montrent que la rapidité de déploiement du Fuchs permettrait d'augmenter immédiatement la capacité de transport mécanisé sur le terrain, bien au-delà de ce que permettraient des livraisons limitées de véhicules modernes. L'échelle change soudainement. Il ne s'agit plus de quelques unités symboliques, mais d'une capacité opérationnelle mesurable à court terme. Cette perspective renforce la pression pour valider rapidement la décision. Le retournement intervient lorsque certains ingénieurs signalent que chaque modification rapide ajoute du poids et modifie l'équilibre mécanique du véhicule, réduisant potentiellement sa mobilité initiale, pourtant considérée comme son principal avantage. Plus on tente d'adapter le Fuchs aux nouvelles menaces, plus on risque de perdre ce qui justifie son choix. Le projet entre dans un paradoxe technique sans solution simple. Malgré ces alertes, les calendriers politiques avancent plus vite que les cycles d'essai. Les équipes techniques reçoivent l'ordre de préparer les premières unités pour inspection finale. À ce stade, une question commence à circuler discrètement dans les rapports internes. Le véhicule envoyé sera-t-il réellement celui qui a été évalué, ou déjà un compromis né de décisions prises sous pression? Quelques jours avant la validation officielle, une série de tests accélérés est programmée. Les résultats doivent confirmer que le pari est acceptable. Mais plusieurs spécialistes savent déjà que ces essais décideront bien plus que le sort d'un véhicule. Les essais accélérés commencent sur un terrain d'évaluation militaire où le calendrier a été compressé au minimum. Les équipes techniques doivent vérifier en quelques jours, ce qui exige normalement plusieurs cycles d'observation. Dès les premières séries de tests dynamiques, un détail attire l'attention des ingénieurs. Le comportement du véhicule change lorsque la masse ajoutée par les équipements récents dépasse les configurations prévues lors de sa conception initiale. Rien de spectaculaire au premier regard, mais les relevés montrent une contrainte inhabituelle sur la suspension et la stabilité en terrain irrégulier. La première tension apparaît lorsque les techniciens constatent que le problème ne se manifeste pas lors des parcours standards, mais seulement dans des scénarios simulant des déplacements rapides avec charge complète. Autrement dit, exactement les conditions susceptibles d'apparaître en situation réelle. Le Fuchs reste fonctionnel, mais ses marges de sécurité se réduisent. Adapter les réglages demanderait du temps. Or, le calendrier politique ne prévoit aucun report. Un deuxième élément inattendu surgit lors des tests de protection additionnels. Les modules installés pour améliorer la survivabilité modifient la répartition du poids et compliquent l'accès à certains composants mécaniques. Les équipes de maintenance signalent que les interventions des urgences pourraient devenir plus longues que prévu. Cette découverte renverse une attente centrale du projet. La simplicité logistique du véhicule, considérée comme son principal avantage, commence à s'éroder, précisément à cause des modifications destinées à le rendre plus sûr.
Les rapports internes deviennent alors plus prudents. Certains officiers recommandent de limiter officiellement la configuration envoyée afin de préserver la mobilité des origines. Mais cette option crée un nouveau dilemme. Réduire les améliorations reviendrait à admettre que la protection reste inférieure aux standards modernes. Augmenter la protection réduit la performance. Aucun choix ne permet de satisfaire simultanément les exigences politiques et militaires. La tension monte encore lorsque plusieurs équipes des évaluations produisent des conclusions légèrement différentes selon les scénarios testés. Techniquement, aucun résultat n'interdit le déploiement. Pourtant, aucun ne confirme totalement l'adéquation du véhicule aux nouvelles conditions d'emploi. Le projet entre dans une zone grise, où la décision dépend moins des données que de leur interprétation. Le retournement décisif survient quand les responsables découvrent que repousser les livraisons impliquerait de réorganiser des engagements internationaux déjà annoncés publiquement. Le programme cesse alors d'être un choix technique réversible. Il devient une promesse politique dont le calendrier ne peut plus être modifié sans conséquences diplomatiques visibles. À mesure que les essais se terminent, une réunion de validation finale est programmée. Les participants savent que les chiffres présentés pourront être lus de deux façons opposées. Selon l'interprétation retenue, le Fuchs apparaîtra soit comme une solution pragmatique acceptable, soit comme un compromis risqué, assumé sous pression. Quelques heures avant cette réunion, un rapport complémentaire arrive sur la table des décideurs. Son contenu pourrait modifier la décision, ou être considéré comme trop tardif pour changer quoi que ce soit. La réunion de validation débute dans un climat inhabituellement tendu. Autour de la table se trouvent à la fois responsables militaires, représentants gouvernementaux et experts industriels. Les données techniques sont connues de tous, mais leur interprétation devient le véritable enjeu. Certains officiers insistent sur les limites observées lors des essais accélérés, rappelant que les conditions réelles dépasseront probablement les scénarios testés. Pourtant, le calendrier politique impose une réponse immédiate. La première rupture survient lorsque la discussion quitte le terrain technique. Les représentants politiques rappellent que plusieurs annonces publiques ont déjà préparé l'opinion à une livraison rapide de véhicules blindés. Reporter la décision ne signifierait pas seulement retarder un programme, mais exposer publiquement le manque de capacités disponibles en Europe. La pression change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le Fuchs est idéal, mais s'il est acceptable maintenant. Un compromis est alors proposé. Les livraisons seront annoncées officiellement, tandis que certaines adaptations techniques continueront en parallèle. Cette approche inverse la logique habituelle des programmes militaires où la validation précède la communication. Ici, la communication devient irréversible avant même la fin complète du processus militaire. Plusieurs participants comprennent immédiatement que la marge de manœuvre disparaît. Le deuxième point de tension apparaît lorsque des responsables opérationnels demandent des restrictions d'emploi clairement définies pour limiter les risques. L'idée semble raisonnable, mais elle se heurte à une objection politique majeure. Imposer publiquement des limitations reviendrait à reconnaître implicitement les faiblesses du véhicule. La décision est donc prise de formuler les capacités de manière plus générale, laissant aux utilisateurs finaux la responsabilité d'adapter l'usage sur le terrain. Le retournement inattendu intervient quelques heures plus tard. Avant même que tous les comptes rendus internes soient finalisés, une annonce officielle confirme l'envoi du Fuchs dans le cadre d'un effort européen coordonné. Pour de nombreux officiers présents, la séquence est claire. La décision politique a précédé le consensus militaire. À partir de cet instant, toute remise en question devient pratiquement impossible sans crise diplomatique. L'effet d'échelle devient immédiatement visible. D'autres pays commencent à examiner leurs propres réserves de véhicules similaires afin de participer à l'effort collectif. Ce qui devait être une solution ponctuelle se transforme en dynamique continentale. Le Fuchs cesse d'être un simple équipement pour devenir un signal stratégique partagé entre alliés. Mais cette accélération crée une nouvelle inquiétude. Les équipes techniques doivent désormais préparer plusieurs véhicules simultanément, réduisant encore le temps consacré aux ajustements individuels. Chaque unité livrée représente un compromis figé dans le métal. Plus le processus avance, plus il devient difficile de corriger les choix initiaux.
Alors que les premiers convois entrent dans la phase finale de préparation, une question commence à circuler discrètement parmi les planificateurs militaires. Que se passera-t-il si les conditions réelles révèlent des limites que les essais accélérés n'ont fait qu'entrevoir? Les premiers véhicules entrent en service dans un environnement opérationnel bien plus exigeant que celui des essais accélérés. Immédiatement, une différence apparaît entre les évaluations théoriques et l'usage réel. Le Fuchs démontre une qualité indiscutable. Sa mobilité logistique permet de déplacer rapidement des unités et du matériel là où les moyens disponibles étaient auparavant insuffisants. Cette capacité produit un effet immédiat sur l'organisation des déplacements et améliore la réactivité des forces engagées. Mais la première tension surgit dès les premières semaines des utilisations intensives. Les équipages signalent que certaines configurations ajoutées avant le transfert compliquent les interventions techniques sur le terrain. Les opérations de maintenance prennent parfois plus de temps que prévu, obligeant les unités à adapter leur rotation. Ce problème n'avait pas été considéré comme critique lors des essais, car il n'apparaissait qu'après une utilisation prolongée. Un deuxième point de friction apparaît lorsque les commandants commencent à comparer les performances attendues aux conditions réelles des engagements. Le véhicule remplit efficacement les missions de transport et de soutien, mais nécessite des ajustements tactiques pour éviter certaines situations jugées trop risquées. Ce changement ne correspond pas au message initial présenté publiquement, où le blindé était décrit comme une solution polyvalente. La réalité impose une spécialisation progressive de son emploi. Le retournement inattendu vient des retours opérationnels positifs sur un aspect rarement mis en avant auparavant. La simplicité mécanique du Fuchs permet des réparations rapides avec des moyens limités, ce qui augmente son taux de disponibilité comparé à certains systèmes plus récents mais plus complexes. Cette efficacité logistique renforce l'intérêt pour la plateforme, malgré ses limites connues. Le débat interne change alors de direction. Le véhicule n'est plus jugé seulement sur sa protection, mais sur sa capacité à rester opérationnel en continu. Cependant, cette amélioration apparente crée une nouvelle forme de pression. Plus le Fuchs est utilisé, plus il devient indispensable pour certaines missions quotidiennes. Ce qui devait être une solution temporaire commence à structurer l'organisation des unités. Les responsables militaires comprennent qu'un retrait rapide deviendrait désormais difficile sans créer un vide capacitaire immédiat. L'échelle du phénomène grandit lorsque d'autres partenaires européens analysent ces premiers résultats. Des discussions apparaissent autour de transferts supplémentaires et de programmes de remise à niveau accélérés pour des véhicules similaires. Le choix initial cesse d'être isolé et commence à influencer des décisions au niveau continental. Mais au même moment, plusieurs rapports techniques mentionnent l'apparition de contraintes mécaniques liées à l'intensité d'utilisation réelle, bien supérieure au scénario d'origine du véhicule. Ces observations restent encore limitées, mais elles soulèvent une inquiétude précise. Si le rythme opérationnel continue d'augmenter, certaines limites pourraient apparaître plus vite que prévu. Une nouvelle série d'évaluations est alors programmée pour déterminer jusqu'où le véhicule peut être poussé sans compromettre sa fiabilité. Les résultats de ces analyses doivent arriver rapidement, car les demandes d'engagement augmentent déjà. Les retours opérationnels commencent à circuler bien au-delà des unités directement concernées. Dans plusieurs états-majors européens, des analystes étudient attentivement les rapports d'utilisation du Fuchs. Ce qui devait rester une solution ponctuelle attire désormais l'attention stratégique. La première surprise apparaît lorsque certains pays réalisent qu'ils possèdent eux aussi des véhicules retirés du premier plan, mais encore stockés, capables d'être réactivés rapidement. La tension monte lorsque ces évaluations internes révèlent une réalité inconfortable. Les programmes de blindés modernes, longs et coûteux, ne peuvent pas répondre aux besoins immédiats révélés par la situation actuelle. Les industriels européens reçoivent simultanément des demandes d'informations sur la remise en service de plateformes plus anciennes. Le marché commence à bouger dans une direction inattendue, non vers le futur, mais vers une exploitation accélérée du passé disponible. Un premier retournement intervient lors de discussions intergouvernementales consacrées à la coordination des livraisons. Certains responsables militaires admettent que la valeur principale du Fuchs n'est pas sa protection maximale, mais sa capacité à être déployé rapidement à grande échelle. Cette logique change les critères d'évaluation habituels. La disponibilité devient un facteur stratégique comparable à la performance technique. Cependant,
Ce changement crée une nouvelle zone de tension. Plus le modèle inspire d'autres décisions, plus la pression augmente pour démontrer son efficacité réelle. Chaque incident technique potentiel risque désormais d'avoir un impact politique élargi. Le véhicule cesse d'être évalué uniquement par ses utilisateurs directs. Il devient observé par toute une alliance cherchant des réponses rapides à ses propres limites capacitaires. Le deuxième point critique apparaît lorsque les industriels comprennent que cette tendance pourrait modifier durablement les priorités d'achat. Moderniser l'existant coûte moins cher et prend moins de temps que développer un système entièrement nouveau. Certains programmes futurs commencent discrètement à être réévalués. Cette évolution inquiète une partie des planificateurs militaires, car elle pourrait ralentir l'adoption de technologies plus avancées. L'effet d'échelle devient visible lorsque plusieurs pays lancent des inspections accélérées de leurs stocks afin d'identifier des véhicules comparables pouvant être remis en service. Ce mouvement transforme une décision nationale en phénomène européen. Le Fuchs devient un précédent opérationnel, un modèle de réponse rapide dans un environnement stratégique incertain. Mais cette expansion expose aussi une fragilité nouvelle. Plus le nombre de véhicules similaires augmente sur le terrain, plus les adversaires potentiels disposent de données pour analyser leurs caractéristiques et leurs limites. Les rapports de renseignement commencent à évoquer cette possibilité. L'avantage de la disponibilité pourrait progressivement se transformer en vulnérabilité prévisible. Face à cette évolution, une décision doit être prise concernant l'intensification de l'emploi du Fuchs dans des missions plus exigeantes afin de confirmer sa valeur réelle. Une série d'engagements plus risqués est alors envisagée pour tester ses capacités au maximum. Les ordres préparatoires sont rédigés. Leur validation pourrait changer définitivement la perception du véhicule. Les ordres opérationnels sont transmis plus vite que prévu. Les unités reçoivent instruction d'engager le Fuchs dans des missions où la mobilité rapide devient prioritaire, malgré un environnement considéré comme plus dangereux que celui envisagé initialement. Dès les premiers déploiements, le rythme des opérations augmente fortement. Les véhicules circulent plus longtemps, plus chargés, et dans des zones où la menace ne correspond plus aux hypothèses prudentes formulées pendant les évaluations. La première tension apparaît lorsque les équipages constatent que la cadence d'utilisation dépasse largement celle anticipée lors de la préparation technique. Les cycles de maintenance doivent être raccourcis pour maintenir la disponibilité opérationnelle. Chaque immobilisation devient un problème logistique immédiat, car les unités commencent à dépendre du Fuchs pour organiser leurs déplacements quotidiens. Le véhicule n'est plus une solution complémentaire, il devient un maillon central. Un événement inattendu modifie alors la perception du commandement. Malgré les inquiétudes initiales, plusieurs missions complexes sont accomplies avec succès grâce à la rapidité de déploiement du blindé. Cette efficacité renforce la confiance opérationnelle et pousse certains responsables à élargir encore son emploi. L'attente d'une utilisation prudente disparaît progressivement. Le Fuchs commence à être engagé dans des scénarios plus exigeants que ceux pour lesquels il avait été retenu au départ. Mais ce succès apparent crée une deuxième zone de tension. Les rapports techniques signalent une usure accélérée de certains composants soumis à des contraintes répétées. Rien de critique immédiatement, mais les ingénieurs avertissent que la marge de sécurité mécanique diminue à mesure que l'intensité augmente. Réduire le rythme signifierait perdre un avantage opérationnel devenu essentiel. Continuer implique d'accepter une incertitude croissante. Le retournement survient lorsque les planificateurs réalisent que la présence accrue du Fuchs influence directement la planification des opérations. Les stratégies commencent à intégrer les capacités du véhicule comme données permanentes. Ce qui devait être un choix temporaire transforme désormais la manière dont certaines missions sont conçues. L'adaptation, elle n'est plus seulement technique, elle devient doctrinale. L'échelle du phénomène s'élargit encore lorsque les observateurs étrangers analysent ces engagements. Les performances réelles et les limites constatées alimentent des évaluations extérieures. Chaque mission devient une démonstration observée, chaque incident potentiel un signal stratégique. Le véhicule se retrouve au centre d'une attention bien plus large que prévu. À mesure que les engagements se multiplient, une décision critique est envisagée. Utiliser le Fuchs dans une opération à exposition maximale afin de confirmer définitivement sa valeur opérationnelle.
Plusieurs commandants expriment des réserves, mais la nécessité de résultats clairs l'emporte progressivement. Les préparatifs commencent immédiatement. Si cette opération réussit, le choix initial sera définitivement validé. Si elle échoue, toutes les décisions précédentes pourraient être remises en question en même temps. L'opération prévue débute sans période d'adaptation supplémentaire. Les unités reçoivent l'ordre d'engager les Fuchs dans une mission combinant déplacement prolongé, exposition accrue et coordination avec plusieurs formations simultanément. Dès les premières heures, le rythme dépasse tout ce que les planificateurs avaient simulé auparavant. Les véhicules deviennent essentiels pour maintenir la continuité des mouvements, reliant des positions éloignées et transportant personnel et équipements sous contraintes constantes. La première tension apparaît rapidement lorsque la densité d'utilisation atteint un niveau inédit. Les équipages signalent que le blindé reste fiable, mais que chaque arrêt imprévu perturbe immédiatement l'organisation globale. La dépendance créée au fil des semaines devient visible. Sans le Fuchs, certaines manœuvres devraient être ralenties ou annulées. Le véhicule, choisi comme solution temporaire, se transforme en pivot opérationnel. Un retournement inattendu survient lorsque l'efficacité logistique du blindé permet d'accomplir une phase critique de l'opération plus vite que prévu. Les commandements constatent que la rapidité de transport modifie directement le tempo des actions. Ce succès renforce la décision initiale et pousse à prolonger l'engagement au-delà du cadre prudent envisagé au départ. L'attente d'une utilisation limitée disparaît définitivement. Mais cette extension crée immédiatement une deuxième zone de tension. Les rapports techniques commencent à mentionner des signes d'usure cumulative sur plusieurs véhicules engagés en continu. Aucun incident majeur n'est confirmé. Pourtant, les ingénieurs avertissent que les marges mécaniques approchent des limites théoriques calculées lors des essais. Réduire l'activité compromettrait la mission. Continuer signifie accepter un risque croissant sans garantie de durée. L'échelle politique du choix apparaît alors clairement. Les performances observées sont suivies par plusieurs partenaires européens qui utilisent ces résultats pour orienter leurs propres décisions militaires. Le Fuchs devient une référence implicite pour évaluer la capacité de réaction rapide européenne. Chaque succès renforce cette perception, chaque difficulté potentielle menace de l'inverser. La destruction d'une attente survient lorsque les planificateurs comprennent que le débat initial sur la pertinence du véhicule n'a plus vraiment de sens. La question n'est plus de savoir s'il fallait choisir le Fuchs, mais comment gérer les conséquences d'un choix devenu structurel. Le blindé influence désormais la planification future, les budgets et même les priorités industrielles. À la fin de la phase opérationnelle, une série d'évaluations stratégiques est lancée pour déterminer la suite. Certains responsables envisagent d'augmenter encore le nombre de véhicules similaires en service, tandis que d'autres craignent d'institutionnaliser un compromis né de l'urgence. Le dilemme dépasse désormais le cas d'un seul programme. Alors que ces analyses commencent, une décision politique majeure est attendue. Elle doit trancher entre prolonger cette logique d'urgence ou revenir à une transformation plus lente mais plus sûre des capacités militaires européennes. Tout dépendra des conclusions présentées lors de la prochaine réunion ministérielle.